bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on va parler d'un geste à la fois intime et immense, le don de lait maternel. Ce lait, parfois en surplus pour certaines mamans, devient un véritable trésor pour des bébés hospitalisés, souvent prématurés, qui n'ont pas encore la force de téter ou dont la santé fragile exige le meilleur. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir deux invités exceptionnels, la docteure Léa Tran, médecin responsable, et Lucille, infirmière puéricultrice référence du lactarium du CHU de Lille. Elles vont nous ouvrir les portes de leur quotidien, nous expliquer comment fonctionne un lactarium qui peut donner, comment et surtout à quel point ce geste sauve des vies. Un épisode pour informer et peut-être vous donner envie de donner votre lait. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Eh bien, bonjour Léa et Lucille. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu présente pour notre épisode sur le lactarium. Donc Léa, tu es médecin responsable du lactarium du CHU de Lille et Lucille, tu es infirmière puéricultrice référente. Quel est le rôle de chacune du coup dans cette aventure ? Alors, bonjour à vous. Donc, je suis effectivement médecin responsable du lactarium, mais pédiatre gastro-entérologue de formation. Et j'ai soutenu il y a peu de temps une thèse de sciences qui portait sur le lait maternel, en particulier sa composition et plus particulièrement les facteurs bioactifs qui sont transformés après traitement du lait au lactarium. Et c'est suite à cette thèse que j'ai été nommée responsable du lactarium de Lille. D'accord. Et donc c'est en plus de tes fonctions de gastropédiatre au CHU ? C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as allaité est-ce que tu as des enfants et est-ce que tu as allaité tes enfants ? Oui, j'ai 3 enfants, dont 2 jumeaux qui sont tout petits actuellement et que j'allaite à 5 mois. Ok, trop bien. Et du coup, toi, Lucille, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu, on n'a même pas demandé pour Léa, mais ton âge, ta fonction au lactarium et comment t'en es arrivée là, en fait ? Oui, bonjour, du coup, je suis puéricultrice depuis une dizaine d'années maintenant et je suis sur le poste de puéricultrice référente au lactarium depuis bientôt 1 an. Et cette année, je vais passer le diplôme de lactation humaine et allaitement maternel. Le DULAM. Du coup, mon rôle, ça va être d'accueillir les mamans, de faire avec elles le dossier lactarium et de coordonner un peu aussi les actions au sein du lactarium, promouvoir le don de lait, participer à des actions comme la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, etc. Du coup, j'ai pas répondu à la question. Mon âge, j'ai 32 ans. Et j'ai 2 petites filles, donc une de 3 ans et une de 18 mois. Et je les ai allaitées toutes les 2. Quasiment 1 an toutes les 2, en fait. Est-ce que quand on travaille au lactarium, on a obligatoirement allaité ses enfants ? Probable. Je pense que ça nous motive à continuer en tout cas, parce que j'ai allaité mes filles avant d'être au lactarium, mais c'est vrai qu'on se rend compte encore plus de l'importance de l'allaitement et après du don du lait. Convaincue aussi de l'importance d'allaiter. Est-ce que l'une ou l'autre, vous avez eu, à un moment donné de votre allaitement, eu recours à un don ? Enfin, est-ce qu'on vous a donné du lait ? Parce que je pense que comme tu as des jumeaux, ça m'a fait tilt. Peut-être que, mais pas du tout. Non, parce que j'ai eu la chance d'accoucher à terme, c'est-à-dire pour les jumeaux à 38 semaines. Et ils sont bien portants, ils n'ont pas eu besoin de don de lait. On va rentrer dans le vif du sujet. Le don de lait, à quoi ça sert ? Dites-nous tout, Lucille et Léa, son rôle, pourquoi le lait des donneuses est parfois indispensable. Enfin, allez-y, on vous écoute. Donc le lactarium, c'est pour commencer une banque de lait qui va gérer tout ce qui concerne le don de lait de femme.
et qui va répondre aux besoins de nouveau-nés sur le plan nutritionnel qui ne peuvent pas ou difficilement recevoir le lait de leur propre mère, comme les prématurés ou les nouveau-nés fragiles à la naissance qui ont par exemple subi une chirurgie, qui ont des maladies particulières dès la naissance. Et donc le lactarium va garantir la qualité et la sécurité de ce lait qui est considéré comme un produit de santé. Et donc toutes les étapes de la gestion de ce lait, de la collecte, la préparation, la distribution, la classification, la délivrance, toutes les étapes sont gérées par le lactarium. Mais en plus de ça, le lactarium a aussi un rôle important de promotion de l'allaitement et de soutien de ces mères allaitantes. On n'en parle pas beaucoup en fait du don du lait, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un don vital et c'est vraiment un don qui est très généreux, qui va vraiment sauver des bébés prématurés. Ça va vraiment aider aussi des mamans. C'est vraiment un geste solidaire qui va être très important et dont on ne parle pas assez finalement. Oui, c'est pas du tout médiatisé déjà. Très peu. Et tu as parlé de garantir la sécurité du lait parce que du coup, ce lait de donneuse, il est transformé. Du coup, c'est le lactarium qui s'occupe de ça. Enfin, il est sécurisé, c'est-à-dire pasteurisé ou... En fait, au lactarium, on va le collecter, le stocker, puis le traiter, donc pasteuriser. Et donc, le lait est chauffé à 62,5 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, on fait des prélèvements pour vérifier que le lait est bien conforme sur le plan microbiologique. Oui. Et ce qui est important à savoir, c'est que finalement, le lait maternel, ça reste on peut considérer que c'est un tissu vivant qui possède une composition assez unique qui va varier sur les femmes et le stade de lactation. Et il me semble que vous avez un épisode sur la composition du lait. Oui. Et justement, ma tête portait sur les composés-là, les facteurs bioactifs, donc des molécules qui possèdent une activité bénéfique pour la santé. Par exemple, les hormones, les enzymes, les facteurs de croissance, ou alors des petits sucres que sont les oligosaccharides. Et ces facteurs-là sont souvent imités mais pas retrouvés dans les préparations pour nourrissons. Et donc, c'est pour ça que c'est important de donner du lait de femme à ces nouveau-nés très fragiles qui ont besoin de ces facteurs absolument bénéfiques pour leur santé. De toute façon, même s'il est chauffé à 62 degrés, il conservera quand même sa qualité, il sera toujours supérieur au lait infantile. Ouais, c'est parce qu'en fait, il existe des préparations commerciales, enfin, je ne vais pas dire de marque, mais pour les prématurés, du coup, j'imagine, mais rien de comparable à ce qu'on peut faire en lactarium, en fait, avec du lait de femme. Les entreprises vont essayer d'imiter au maximum la composition du lait de femme, mais n'arrivent pas à le remplacer, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou des cas concrets de l'importance de donner le lait ? Alors, du coup, à l'hôpital Jeanne de Flandre, nous, ça va être les mamans qui accouchaient bien avant leur terme. Donc, un bébé, on parle de grande prématurité et d'extrême prématurité. Et aussi les pathologies digestives rares qu'on rencontre en néonat et aux soins intensifs. Ces bébés-là, forcément, ils vont avoir besoin de lait de lait pasteurisé en tout cas. Donc, de leur propre maman ou du don de lait. Parce que du coup, dans ces cas-là, quand c'est par exemple une maman qui accouche d'un très grand prématuré, si elle arrive à induire sa lactation et à faire du lait, on va quand même le pasteuriser du coup avant de le donner au bébé. Oui. Ok. Après, il y a différents cas de figure quand même. Mais un bébé extrême prématuré, généralement, la maman fait un dossier au lactarium, on récupère le lait qu'elle tire et il est pasteurisé avant d'être administré à son bébé. Première intention, on donne le lait de la maman, mais qui passe quand même par le lactarium. Deuxième intention, donc le lait qui forcément passe par le lactarium. Okay. Il faut travailler dans l'urgence. Généralement, on a besoin quand même du don de lait, du don d'une autre maman pour nourrir ce bébé prématuré, parce qu'il y a un délai avant de pouvoir traiter le lait de sa propre maman. Donc le temps qu'elle recueille assez de lait, parce qu'il nous faut un minimum de 200 ml pour le pasteuriser. Donc déjà, ça prend plusieurs jours.
généralement. Et ensuite, il y a toute l'étape bactériologique, dont on parlera un peu plus tard. Avant qu'il soit prêt, ça prend au moins une semaine, en gros. Oui, donc quoi qu'il arrive, si le bébé naît grand préma, il aura le lait d'une autre maman si la maman veut allaiter, en attendant qu'il soit traité, quoi. Généralement, les premiers jours, il y a de grandes chances que oui. D'où l'importance d'avoir du stock, quoi. Ouais. Encore une fois. Et du coup, on va essayer de créer des vocations. Alors, qui peut donner son lait? Alors, pour donner son lait, il n'y a pas de limite d'âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car il y a des pénuries assez importantes ces dernières années, et que la qualité du lait de femme sera toujours supérieure, comme on l'a dit tout à l'heure, aux préparations industrielles. Et même après la diversification des bébés, ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, et répondre à un questionnaire médical, donc, qui est fait par un médecin, ou alors, par exemple, sur l'île, Lucille, qui est puéricultrice, a une délégation de compétences et peut aussi réaliser ce questionnaire, qui va permettre de rechercher des contre-indications. Donc, il faut savoir, c'est qu'on va exclure toute femme qui souhaite donner son lait si elle a une infection active, qu'on va rechercher notamment avec une prise de sang. Il y a un critère d'exclusion assez méconnu qui est la transfusion. Ça, les femmes ne le savent pas toujours, donc il faut essayer de... La transfusion dans un délai de combien de temps, par exemple ? Eh ben, une fois qu'elle en a eu À une vie. fois dans sa vie, ça D'accord. suffit, malheureusement. Ensuite, bien sûr, la consommation de toxiques, le tabac, alcool, les drogues, et la prise de médicaments. Donc, c'est bon si le médicament est pris de façon ponctuelle. En fait, si vous voulez, il y a des listes assez bien établies de médicaments qui sont autorisés lors du don, et ceux qui sont contre-indiqués, et ceux qui sont potentiellement contre-indiqués. C'est-à-dire que certains médicaments sont contre-indiqués pendant 5 demi-vies après la dernière prise. Donc, c'est un calcul à faire. Est-ce que c'est la même liste un peu de ce qui a été déconseillé dans l'allaitement en général, ou c'est un plus poussé ? La liste est toujours en cours d'établissement, car il y a des substances pour lesquelles on n'a pas assez de données sur leurs effets chez des prématurés. Alors que l'allaitement, c'est plus souvent chez le nouveau-naissant. Et donc, c'est plus facile, en quelque sorte, de voir ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, qui est assez méconnu, c'est les compléments alimentaires. C'est-à-dire que lorsque la maman prend des compléments pour les cheveux ou les ongles, à base d'acides aminés et de vitamines uniquement, c'est bon. Mais si ça c'est associé à des plantes, par exemple, ou d'autres produits de ce type-là, on ne sait pas si ces produits ont une toxicité chez des nouveau-nés très fragiles. D'accord. Et enfin, la dernière chose, c'est les tisanes d'allaitement, notamment ceux qui possèdent du fenouil. Ouais, on en répète souvent. Je sais qu'on en parle récemment pour l'allaitement, mais en tout cas, l'Association des lactariums de France établit que les stimulants à base de fenouil pouvaient avoir une toxicité potentielle, notamment cancérigène. Il n'y a que le fenouil, parce que moi j'avais lu qu'il y avait la mélisse aussi qui pouvait... C'est toutes les plantes qui peuvent relarguer de l'estragol, en fait. Après, oui, beaucoup de plantes calotogènes. Oui. En fait, on ne connaît pas leur mécanisme d'action et leur passage dans le lait, donc dans le dos, on préfère les éviter. Est-ce que vous refusez beaucoup de mamans qui se proposent pour donner leur lait ? En ce moment, on a des difficultés au sein du lactarium d'aller voir les mamans. On a du mal à aller voir les mamans, donc on refuse certains dons parce qu'on n'arrive pas à les collecter. Du coup, il y a ce critère-là qui vient de nous. Mais sinon, par rapport aux mamans, quand elles viennent à nous pour donner, parce qu'elles ont entendu parler du don de lait, on leur envoie en fait un message, on leur dit vraiment par téléphone, avec les grandes contre-indications au don. Et si elles en ont une, elles ne reviennent pas vers nous. En fait, tu parles d'une contre-indication liée à la distance. En fait, il y a ce critère logistique qui peut être un frein. Mais sinon, en termes de distance, on prend vraiment toute la région des Hauts-de-France. Et que vraiment, on est une maman à Boulogne-sur-Mer ou à Lille, on accepte autant le don de l'une que de l'autre. En fait, il faut faire une prise de sang pour vérifier s'il y a des virus. Et généralement... c'est assez rare qu'on trouve des virus en cours actifs dans le sang.
Et cette prise de sang-là, ainsi que le questionnaire médical, il faut qu'on les réévalue tous les 3 mois. C'est-à-dire que si la maman change de traitement, se remet à fumer, etc., il faut absolument nous prévenir. Mais généralement, c'est pas pour ça qu'on refuse leur lait. Autre chose un peu qui va de soi, c'est d'avoir un congélateur assez grand pour avoir au moins 2 litres de lait, parce que c'est la quantité minimale pour laquelle on se déplace, en tout cas l'équipe de Lille. Et puis aussi avoir une hygiène assez stricte pour éviter les contaminations au moment du recueil, par exemple. Donc, du coup, surtout si on vous refuse le don de lait, prenez pas ça pour un échec. Il faut se dire que ça va à des bébés fragiles. Donc, c'est qu'il y a des raisons, en fait. C'est pas a priori, on refuse pas souvent. Voilà. Justement, ces mamans donneuses, c'est quoi leur profil? Est-ce que c'est des mamans de bébés un peu plus âgées? Qui ont des hyperlactations Les mamans qui nous contactent le plus facilement, ça va être celles qui ont une hyperlactation, comme tu disais, et donc qui se rendent compte que le congélateur il se remplit très vite. Et là, elles nous appellent en disant j'ai plus de place dans le congélateur, je voulais faire un peu de stock, mais maintenant j'aimerais qu'il soit utile pour d'autres bébés que le mien. Et du coup, on fait le questionnaire, etc. Et elles font don de leur surplus de lait. Mais après, pas forcément. Ça peut aussi être une maman qui a repris le travail et le lait qu'elle tire sur son poste de travail, elle veut en faire don au lactarium parce que sur le reste de sa journée, elle a la quantité. Ou une maman qui a envie de donner son lait et qui, du coup, surstimule un peu sa lactation vraiment pour donner au lactarium. Et après, on a les mamans qui ont un bébé hospitalisé, déjà en réanéonate ou soins intensifs, qui tirent leur lait pour leur bébé prématuré et qui ont un surplus par rapport à ce que consomme leur petit bébé. Et du coup, elles en font don pour les autres bébés. Et sachant que lorsque on surstimule, par exemple, sa lactation pour donner 50 à 70 millilitres par jour, ça revient à 2 litres en un mois, donc... Finalement, ça va assez vite. On souhaite donner son lait et on est motivé à tirer un peu tous les jours. 2 litres de lait, c'est 2000 repas pour les plus petits prématurés qui commencent avec 2000 litres par repas. Et du coup, au lactarium, nous, un don, ça va être 2 litres. En tout cas, minimum pour un passage, on va dire. Et ces 2 litres, ça peut être... recueillis en 1 mois, en 2 mois, en 1 semaine, vraiment peu importe. Du coup, comment se passe concrètement un don de lait? Expliquez-nous. Alors, on a un peu parlé des démarches pour devenir donneuse. Bon, mais on va parler une fois qu'on pratique. a fait les démarches, voilà, le matériel, est-ce qu'on utilise son tire-lait? Est-ce que Lactarium fournit? Comment ça se passe? Et ben les mamans elles utilisent le tire-lait qu'elles veulent. Donc si elles ont déjà leur propre tire-lait, généralement c'est le cas quand on arrive à faire don, c'est qu'on tire déjà son lait. Donc soit un tire-lait de location, soit son propre tire-lait, et ça c'est pas un problème tant que les critères d'hygiène sont respectés. Parce qu'on en parlait, c'est super important l'hygiène dans le cadre du don de lait et pour la suite pour la bactério. Et ensuite nous on fournit tout ce qui est flacon stérile. Donc des flacons de 120 ou 240 ml, et donc on fournit à la maman pour qu'elle puisse vraiment stocker au fur et à mesure son lait dans ces flacons-là qui sont à usage unique. Ensuite, on va faire des étiquettes qui sont nominatives, donc au nom de la maman, pour vraiment identifier tous ces flacons. Et la maman va écrire sur une étiquette vraiment la date, l'heure du recueil, la quantité. Au fur et à mesure, elle va être vigilante aussi à la péremption du lait. Donc, on dit 2 jours au frigo, donc entre 0 et 4 degrés, et 4 mois au congélateur, donc moins 18. Et ensuite, une fois que le lait est pasteurisé, alors il peut se garder pendant 8 mois. Au congélateur. Et ensuite, on collecte le lait. Donc, une collectrice passe chez les mamans à domicile. Généralement, on essaye 1 fois par mois, en fonction de ce qui est possible pour la maman, pour nous, et ses besoins. Donc, si son congé il se remplit vite ou pas. Et sinon, elles peuvent aussi venir directement au lactarium. Donc, ce qui marche le mieux aussi, c'est de passer directement au lactarium, déposer son lait.
Voilà. Ok, alors moi j'ai une question parce qu'on a parlé il n'y a pas longtemps des règles de conservation du lait maternel et du lavage de son tire-lait. Nous on dit que dans une journée par exemple quand on est au travail, on peut mettre notre tire-lait par exemple dans un sac de congélation et au frigo pour pas avoir à le laver tout le temps. Mais là, faut se dire que ça va quand même être des bébés fragiles et que du coup il y a quand même des règles d'hygiène qui sont supérieures à quand on tire notre lait pour notre bébé qui va bien. Oui, alors nous, on donne des conseils d'hygiène pour les mamans qui sont donneuses au lactarium. On a un flyer spécifique avec vraiment nos conseils pour éviter que le lait finisse à la poubelle. Parce qu'un lait contaminé, c'est un lait qui va être jeté. Du coup, effectivement, le plus important, ça va être l'hygiène quotidienne, l'hygiène des mains avant chaque tirage. Et on demande la stérilisation du matériel une fois par semaine. En plus, c'est vrai que ça, on le fait pas forcément à la maison du tout. Et l'usage donc des flacons stériles. En plus de l'hygiène, je rajoute, c'est de bien identifier le flacon sur l'étiquette qu'on prend en ligne, écrire au stylo bic pour pas que ça tâche, parce que souvent on se retrouve avec des flacons qui ne sont pas identifiés, sans détails sur la date, l'heure de prélèvement, la quantité, et lorsqu'on n'est pas sûr de ce que contient le lait, on va être obligé de le jeter malheureusement. Et du coup, si une maman elle a fait son stock dans des sachets de congélation, par exemple, elle vous appelle en disant en fait mon bébé refuse le lait, ou j'ai trop de lait, c'est mort, faut vraiment que ce soit dans les flacons du. Ouais. Elle fera des crêpes. Elle fera des crêpes. Mettre dans le pain de lait. Ok. C'est ça que c'est important d'y penser assez tôt avant de commencer à remplir son congélo. Oui, voilà, faut pas se lancer toute seule, quoi. Faut d'abord appeler le lactarium pour savoir les marches à suivre. Donc, on a parlé un petit peu de ce que faisait le lactarium avec le lait. Donc, il y a un contrôle qualité et sécurité avec des analyses bactériologiques. On pasteurise et on stocke donc au lactarium. Et après, vous distribuez au service de néonatologie, de réa, enfin de tous ceux qui en ont besoin, mais de toutes les Hauts-de-France. Alors, de tout le Nord-Pas-de-Calais, les centres hospitaliers avec qui on a établi une convention et qui demandent en fait du lait. Toutes les semaines, on fait un bilan avec eux pour vérifier quelles sont les quantités nécessaires et quelles quantités il faut qu'on traite nous avant de leur rendre le lait personnalisé d'une maman à son propre bébé, par exemple. Il nous est aussi arrivé d'aider d'autres lactariums. Par exemple, c'était en 2023 ou 2024, le CHU de Bordeaux avait a déménagé le lactarium de Marmande vers Pessac. Et comme c'est le seul lactarium qui lyophilise du lait de femmes avant de les distribuer dans les drums ils vont faire un appel à toute la France au sein de l'association des lactariums de France pour récupérer du lait de femme. On a pu aider ce déménagement-là, par exemple. Pourquoi le lait de donneuse est indispensable ? Certains nouveau-nés fragiles, comme les prématurés et ceux qui bénéficient d'une chirurgie du fait de malformations, par exemple à la naissance, sont dépendants du lait maternel qui possède de nombreux bénéfices, permettent de protéger finalement les complications liées à leur pathologie. Et de plus en plus d'études récentes ont montré que le lait de donneuse permettait à ces nouveau-nés très fragiles d'avoir un meilleur microbiote intestinal, moins d'infections néonatales, moins d'inflammation aussi. Par exemple, chez le prématuré, c'est l'entérocolite ulcéro-nécrosante, c'est une pathologie très grave et mortelle, et qui protégeait aussi ultérieurement de l'obésité et du développement d'allergies. Et donc, toutes ces raisons-là, mais aussi le fait qu'il est mieux toléré, le lait de femme pasteurisé est le meilleur pour le développement et la croissance de ses nouveau-nés. Et ça, c'est le cas pour les prématurés, mais en fait, dans un monde parfait, idéal, où les lactariums ils pourraient bosser à pleine balle, on pourrait aussi complémenter les enfants, pas prématurés du coup, avec du lait de donneuse qui en aurait besoin. Moi, j'ai un bébé qui est né, alors pas un retard de croissance, il est né petit pour la gestationnelle, il a été complémenté à la naissance, avec une préparation commerciale pour nourrissons, ce qui aurait pu induire des risques d'allergie. Bref, mais du coup, l'idéal aurait été qu'ils reçoivent du lait de donneuse, et malheureusement, ça pouvait pas être le cas, puisqu'à l'époque, je pense qu'il n'a pas assez de lait
Voilà, mais c'est vrai que ce serait super. En tout cas, ceux qui en ont besoin et qui ne peuvent pas en bénéficier, c'est une réelle perte de chance sur le plan de la santé. Est-ce que vous avez des histoires marquantes de donneuses ou de familles bénéficiaires ? Bah moi, je trouve ça super beau, c'est quand les mamans, elles m'appellent et elles me disent « Ah, bah en fait, nous, c'est de génération en génération. » Donc ça m'arrive plutôt souvent, ouais. Une maman qui m'appelle et me dit « Ah, bah ma maman, elle donnait son lait avant moi et du coup, c'est elle qui m'en a parlé et donc je vous appelle pour donner mon lait aussi. » Et finalement, on voit que ça se transmet de maman en maman, cette histoire de don de lait. Donc je trouve ça vachement chouette. Et sinon, en ce moment, on a une maman qui a son bébé hospitalisé en pédiatrie et finalement son bébé il peut pas manger, donc il est en arrêt alimentaire et ça va être le cas pendant des semaines et des semaines. Et du coup cette maman elle a fait appel à nous en disant je vais continuer de tirer, mais du coup pas pour mon bébé mais pour les autres bébés. Du coup, je trouve ça vachement beau aussi. On dit que le don de lait, c'est vital, mais c'est aussi un don du cœur, quoi. Elle va vraiment continuer d'allaiter pour d'autres enfants que le sien. Ouais, c'est beau. Et on a aussi des mamans un peu comme ça qui tirent leur lait pour leur enfant dans le service de pédiatrie. Finalement, lorsqu'ils sortent, ils se rendent compte qu'elle a constitué un stock immense de lait pour son propre bébé, mais qu'elle décide de donner généreusement au lactarium pour en faire bénéficier d'autres bébés. Donc ça, c'est aussi des beaux gestes de générosité. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez en voyant l'impact concret de votre travail dans le lactarium ? Alors c'est compliqué parce que franchement on travaille dans l'ombre, mais littéralement à Jeanne de Flandre on est au sous-sol. Ah oui, je vois. Ah, j'étais interne là-bas et attends, mais le sous-sol où on passe de service en service et tout là, c'est assez glauque quand même. Exactement. Et du coup les mamans des fois elles vont là-bas et elles pensent qu'elles se sont... Ah mais oui, mais je passais devant la porte, ouais. Ah oui, d'accord, oui, ça peut faire peur. Ouais. Donc on est vraiment dans les sous-sols, on n'est pas du tout mélangé au service et c'est vrai que du coup c'est compliqué peut-être de réellement voir l'impact du travail de ce qu'on fait, quoi. Bon, après on sait que c'est quand même essentiel à la vie des nouveau-nés prématurés avec des gros problèmes digestifs, mais on n'a pas énormément de retours et on ne le voit pas tout de suite. Et après, on a des petites questions fréquentes, idées reçues autour du don de lait. Alors, la première, c'était est-ce que ça fatigue de donner son lait ? Alors, si la donneuse tire régulièrement et qu'elle a vraiment un excédent de lait, je pense que ça fatigue moins que celle qui a déjà du mal à allaiter son propre bébé, mais qui veut absolument donner. Si ça intervient au sein d'une routine journalière et qu'on a bien compris les règles d'hygiène, je pense que c'est pas forcément plus fatigant. Et c'est pas plus contraignant que ça. En fait, ça ajoute quelque chose à l'organisation du tir-allaitement. Avec les règles d'hygiène, peut-être qui s'ajoutent. L'étiquetage précis. Ouais, être un peu plus rigoureux que pour son enfant qui a 6 mois, par exemple. Mais plus fatigant, pas forcément. C'est plus une question d'organisation que de fatigue, quoi. Est-ce que si on n'a pas beaucoup de lait, c'est une bonne idée de donner son lait ? Alors, si on est bien accompagné par une consultante en lactation, par exemple, et qu'on est vraiment déterminé à donner son lait, il faudrait surstimuler sa lactation d'abord pour être sûr d'avoir suffisamment de lait pour son propre bébé. On dit toujours aux mamans qui nous appellent que le don de lait, c'est vraiment en plus de l'alimentation de son propre enfant. Que c'est vraiment du plus. Ouais, c'est pas la priorité. Ouais, son bébé en priorité et ensuite elle peut donner son surplus s'il y a lieu, s'il y a. Et que si jamais elle commence à tirer pour le lactarium mais qu'elle se rend compte que c'est compliqué, tant pis, c'est pas grave, pas la peine de faire don à tout prix. C'est vraiment son propre bébé en premier. Du coup, est-ce que le lait qu'on donne sera vraiment utilisé ? Théoriquement, oui. Le lait qu'on récupère, le lait que les mamans nous donnent, il sera forcément pasteurisé
Une fois que la maman a fait son dossier chez nous, qu'il n'y a pas de contre-indication au don, etc., qu'on a les sérologies qui sont bonnes, qu'il n'y a pas de risque infectieux, on va pasteuriser son lait, il va être utilisé. Par contre, si jamais la bactério revient non conforme, alors là oui, il peut être rejeté. Donc ça veut dire s'il y a trop de bactéries dans le lait, virus, champignons, que c'est dangereux pour le bébé prématuré, alors on ne peut pas le délivrer au bébé et il sera jeté. Est-ce que ça peut arriver que le lait soit utilisé pour autre chose, genre la recherche, ou pas du tout? Pour ma thèse, par exemple, oui, on a utilisé du lait qui n'était pas conforme, par exemple. D'accord. Parce que ça représente, chez nous en tout cas, 18% de tous les laits. D'où l'importance de l'hygiène et aussi de l'identification. Parce qu'il nous arrive de jeter assez souvent des flacons dont on ne pouvait pas connaître l'identité. D'accord, ok. Comment on se renseigner si on veut donner son lait? Idéalement, il faudrait qu'on puisse en parler dès la période anténatale, que la maman qui est encore disposée à réfléchir à ce don puisse en discuter autour d'elle avec les professionnels de santé, donc les infirmières, puéricultrices, sages-femmes, médecins, mais aussi tout au long du suivi après l'accouchement, lors des consultations, lors des séjours hospitaliers s'il y en a. Après, les autres supports à connaître, c'est le site de l'Association des lactariums de France, la DLF, qui dispose de nombreux documents, de nombreuses foires aux questions concernant le don de lait. Il y a aussi des réseaux de périnatalité en fonction de la région. Et puis, bien sûr, on peut appeler le lactarium directement pour poser toutes les questions à ce sujet. Et est-ce que si on peut pas donner son lait, il y a des façons d'aider les lactariums? Je pense que En parler. le plus facile, c'est d'en parler autour de soi, avec d'autres mamans, des futures mamans, des mamans allaitantes, de visu, par téléphone, via les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Lucille, merci Léa. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, on va juste retenir que donner son lait, ça peut sauver des vies, finalement. Même si on n'en parle pas beaucoup, c'est un don très généreux et très important. Oui, et moi on peut dire bravo à toutes les mamans qui donnent leur lait. Bravo aussi au courage des mamans dont les bébés reçoivent le lait parce que c'est que leur bébé ne va pas forcément très bien. Donc bravo à toutes les mères qui allaitent déjà. On va rappeler que c'est chouette que ça existe, c'est un très beau don, sachant que ça peut être des femmes du coup. Quand tu t'occupes de ton bébé, t'as peut-être des fois autre chose à faire et c'est vraiment magnifique. C'est bien un truc de daronne de toute façon de faire ce genre de choses. Quand on est sur les hommes, on n'a rien du tout. De toute façon, je suis sûre, il n'y a que des femmes dans le lactarium qui gèrent le lactarium. Et il n'y a que des femmes qui donnent leur lait, encore une fois. Et bim. Non, il y a aussi des hommes. Ah, bon, c'est bien, les braves. Non, mais c'est vrai que nos donneuses, elles peuvent être fières du coup. Eh ben, merci beaucoup. Léa et Lucille. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Mais en tout cas, merci de votre participation. On était trop contente d'avoir des référentes de lactarium. Ça nous tenait à cœur aussi de sensibiliser toutes celles qui nous écoutent. Si on a fait naître des vocations, des idées de donner son lait, on en sera très contente. Même une seule, on sera contente. Donner son lait, c'est offrir un peu de soi à un bébé qu'on ne rencontrera jamais, mais qui, grâce à ce geste, aura une chance de mieux grandir, de mieux vivre. Ce n'est pas seulement un acte médical, c'est un élan de solidarité invisible mais puissant. Si cet épisode vous a touché, parlez-en autour de vous, relayez l'information et qui sait, peut-être que quelque part une maman se découvrira prête à devenir donneuse. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.